Bonjour à toutes et à tous, ici Gaëtan de la Folie. Bienvenue dans Step Back, votre dose hebdomadaire de débat autour du basket en compagnie de la rédaction de l'équipe. Programme du jour, la finale NBA, car oui, ça y est, après 1230 matchs de saison régulière, après 1 mois et demi de lutte acharnée en play-off, les conférences Est et Ouest ont chacune livré leur verdict et leur champion. Novices à ce stade de la compétition, les Toronto Raptors défient les Golden State Warriors, double tenant du titre. Une ultime série partie très fort dans la nuit de jeudi à vendredi. On va revenir bien sûr sur ce premier match. On va ensuite se projeter sur la suite de cette série, analyser un peu toutes les clés de cette finale. Et pour ce faire, pour en parler avec nous, les journalistes de l'équipe qui ont suivi la NBA au quotidien toute la saison jusqu'à cette ultime série. En direct de New York, Maxime Mallet. Salut Maxime. Salut. Et avec nous en studio, Alessandro Pizzus. Salut Sandro. Salut Gaëtan, bonjour à toutes et à tous. Et Amaury Perdrio. Bonjour Amaury. Bonjour tout le monde. Allez, on ne change pas les bonnes habitudes, on prend tous une grande inspiration. 3, 2, 1, début du Final Game. 3 fois champions depuis 2015, les Warriors de Golden State sont en finale pour la 5e fois d'affilée. En revanche, leurs adversaires lors des 4 dernières finales, les Cleveland Cavaliers, eux, ne sont plus là. Et c'est aussi la première fois depuis 2010 que la finale se joue sans LeBron James. À la place, nous avons donc les Raptors de Toronto. Question, faut-il se réjouir de ce renouvellement, Amaury ? Par exemple, est-ce que le changement de hiérarchie à l'Est rend ces playoffs et cette finale plus excitant ? Oui, moi je dirais excitant, rafraîchissant. Je pense qu'il y avait une forme de lassitude à retrouver toujours les mêmes équipes depuis 4 ans. Avec en plus de ça, pas de bol, une finale l'année dernière qui a été très vite pliée et sans le moindre suspense. Je pense que l'Amérique aime suivre LeBron James, mais au-delà de l'Atlantique ou du Pacifique, on est peut-être plus enclin à se passionner pour des nouvelles équipes, pour cet équilibre à l'Est qui change, avec une équipe de Milwaukee qui nous a, je pense, tous intéressés, sur laquelle on a jeté un œil assez intéressé. Puis là de Toronto, il y a une sorte de ferveur qui monte, une équipe canadienne. C'est vraiment le mot que je retiens, moi, c'est la fraîcheur sur ce duel. Sandro, même impression, ça a relancé un peu l'intérêt pour les finales NBA, l'arrivée de Toronto. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Amaury. C'est vrai que c'est un vent de fraîcheur parce qu'on avait tellement l'habitude de cette finale. Et à part une en 2015 qui a été effectivement historique, même mythique, les autres ont été quand même souvent pliés assez vite. Donc là, 2016, 2016, pardon. 2015, c'était la première, effectivement. C'est beaucoup mieux, en fait. On a eu l'éclosion de plein de petites équipes. Plein de petites équipes, c'est plus des petites équipes maintenant. On a eu Philly, on a eu effectivement les Bucks, et à l'ouest, on a eu Portland qui a fait un super run aussi. Donc effectivement, c'est très agréable de voir que ça change un peu les positions. Et surtout, moi, je trouve que le niveau de ces playoffs est vraiment plus élevé que les autres années. On a l'impression que les matchs sont beaucoup plus intéressants, les séries plus intéressantes aussi. Moi, je trouve que c'est tout bénef pour tout le monde. Maxime, est-ce que aux États-Unis, tu sens que ça a relancé un peu l'intérêt global autour de la NBA et des playoffs, ce changement de hiérarchie ? Non. On en a parlé cette nuit, Maxime et moi, et il avait une stat qui était, je trouvais, folle sur le suivi du basket. Alors dis-nous. A priori, l'audience générale aux États-Unis, alors c'est un peu faussé parce qu'il y a une équipe canadienne en finale et que donc l'audience n'est pas comptée dans celle aux États-Unis, mais l'audience aux États-Unis aurait baissé de 14% par rapport à l'an dernier. Wow. Donc on va voir ce que ça donnera sur la finale, puisque c'est vrai que la finale de l'an dernier n'avait pas été passionnante et n'avait eu 4 matchs. Donc s'il y a beaucoup de matchs qui attirent des téléspectateurs ici, ça peut un peu rééquilibrer. Mais LeBron James manque un petit peu au public américain. Et voilà, comme je le disais, c'est vrai que les modes de calcul font que la présence d'une équipe canadienne un peu... Il n'y a pas un gros marché, il n'y a qu'un seul gros marché américain qui est directement intéressé par la finale, c'est San Francisco et la Bay Area. Et il n'y a pas de deuxième marché à l'Est qui est vraiment intéressé et qui va regarder en masse ce match. Ça va être plutôt les fans de basket de la conférence Est, et ça a fait un peu descendre les chiffres.
Eh bien, nous, en tout cas, cette finale, elle nous passionne. Et ce premier match qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, donc dans la chaude ambiance de la Scotiabank Arena de Toronto, avec une victoire 118-109 des Raptors. Amaury, quels premiers enseignements peut-on tirer de ce match 1 ? Est-ce que c'est la preuve que Toronto a les moyens d'aller décrocher le titre, alors que avant le match, beaucoup donnaient Golden State gagnant assez facilement. Toute mesure gardée, je voudrais être prudent. Avant de parler de titre pour Toronto, faut simplement dire qu'ils ont prouvé cette nuit qu'ils seront durs à manœuvrer, que c'est une équipe qui va vendre sa peau chèrement et jusqu'au bout. Ils ont les armes pour faire déjouer Golden State. Maintenant, à quel point est-ce que le temps de repos accordé aux deux équipes a joué sur ce match-là ? Il y avait 5 jours de différence quand même entre les deux équipes, donc une équipe de Golden State qui joue à l'extérieur. C'est vraiment pour moi prématuré d'envisager un titre pour Toronto, mais ils viennent de taper du poing sur la table et de dire il faudra compter sur nous, on n'est pas les Cleveland Cavaliers de 2018. Il y a une série, il y a match, il y a plein de choses à analyser sur cette première rencontre, et donc plein d'ajustements vont en découler, ce qui va rendre le jeu encore plus intéressant. Justement, Sandro, Amaury parlait de l'ambiance, du fait de jouer à l'extérieur pour Golden State. C'est une première depuis leur série consécutive en finale. Est-ce que ça peut changer le sort, la dynamique de la série ? Ah oui, complètement. Je pense que ça change beaucoup de choses, parce que c'est vrai que pour eux, c'est totalement inédit de ne pas avoir l'avantage du terrain en finale. Donc, parce que d'habitude, ils commençaient les finales avec effectivement l'avantage du terrain. Donc, ils partaient souvent à 2-0 dans les finales. Donc, là, ils sont déjà menés 1-0. C'est une situation qu'ils n'ont jamais connue. Donc, oui, ça change beaucoup de choses. Et surtout, il va falloir voir, comme l'a dit Amaury, comment ils vont s'adapter, parce qu'ils ont quand même pris une petite leçon là hier soir contre Toronto. Dès le premier quart, ils ont mené un petit peu dans le premier quart-temps, puis après ils n'ont plus jamais mené. Donc c'est une situation inédite, totalement inédite pour eux. Donc oui, l'avantage du terrain, surtout si la série dure, ça peut être une vraie équation à résoudre pour les Warriors. Et c'est pas forcément, moi je me fais l'avocat de l'autre partie. C'est pas forcément si désavantageux que ça, dans le sens où, imaginons, Golden State prend le match 2, ils arrivent à la maison en ayant renversé l'avantage du terrain, 2 matchs à domicile à jouer, et on peut se retrouver sans s'en rendre compte à 3-1. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que, comme ils n'ont jamais été menés 1-0, pour le coup, pour eux, c'est tout nouveau, ça. C'est un vrai test. Un vrai test, comme tu dis. Et Stephen Curry a dit lui-même que il y avait presque une certaine forme de lassitude à aller chaque année en finale, et qu'ils avaient, les joueurs des Warriors avaient besoin de nouveaux challenges, et que ce fait de commencer la série à l'extérieur en était un, et que ça pouvait être une source de motivation aussi pour eux. Maxime, ils ont été servis là. Ouais. Maxime, un avis sur le rôle de l'avantage du terrain dans cette série, avec 2 salles réputées très chaudes? Oui, je pense que c'est autant la méconnaissance entre guillemets de l'adversaire que l'avantage du terrain qui a joué sur ce match, parce qu'on a beaucoup entendu les Warriors dire que maintenant ils avaient un match en vidéo avec leur jeu en opposition avec les Raptors au complet, ce qui n'était pas forcément le cas des matchs précédents, et que donc ils allaient pouvoir maintenant faire des vrais ajustements, ce qu'ils avaient peut-être pas forcément pu envisager avant. Après, ils ont déjà été menés 1-0 depuis l'ère de Steve Kerr. C'est arrivé une fois contre Oklahoma City en finale de conférence 2016. Ils avaient même été menés 3-1 dans cette série. Ils avaient fini par gagner. Au total, il y a 4 séries avant cette finale où ils ont été menés au cours de la série, et ils ont remporté les 4 séries à chaque fois. Donc ils savent remonter, ils savent renverser des situations. Tant qu'on n'a pas gagné le 4e match, c'est une équipe qu'on peut pas, on peut pas se dire que c'est fait, que ils reviendront pas. Évidemment, mais après c'était comme tu l'as dit, c'était jamais en finale en fait. Ouais, mais bon, c'est la finale. Je suis pas sûr que pour eux, finale ou finale de conférence, en termes de contexte, c'est quelque chose qui pèse autant sur eux que sur une équipe qui vient pour la première fois. Je pense qu'ils prennent un peu toutes les séries de la même manière. La seule différence pour la finale, c'est que il y a plus d'écart entre quasiment tous les matchs, puisqu'il y a 2 jours de repos entre tous les matchs, sauf les matchs 3 et 4 où il y a qu'un seul jour de repos. Et ça, c'est une chose qui peut les aider, parce que peut-être que ça permettra à Kevin Durant, le grand blessé, le grand absent pour l'instant, de faire son retour un match plus tôt que si c'était une série autre.
On va y revenir sur le possible retour de Kevin Durant, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Maxime, ils n'avaient pas l'air spécialement, voire pas du tout inquiets, les joueurs des Warriors et l'entraîneur Steve Kerr en conférence de presse d'après-match. Ben non, comme je disais, ils ont déjà un peu connu toutes les situations, mener 0-1, mener 1-2, mener 1-3, et ils sont revenus de tout. La seule situation où ils se sont fait battre en play-off, c'est quand ils menaient 3-1 contre Cleveland, et qu'ils ont perdu 3 matchs d'affilée en perdant un peu le contrôle des choses. Donc ils ont connu quasiment absolument toutes les situations, donc ils savent qu'ils peuvent revenir de toutes les situations. Donc tant qu'ils seront pas battus, ils auront confiance dans le fait qu'ils peuvent revenir, qu'ils peuvent trouver des solutions. De toute façon, c'est ce qui fait aussi leur ADN. Hein. Ils ont des matchs où ils ont 15 points de retard, 18 points de retard. Cette année contre Portland, l'an dernier contre Houston. Et ils savent revenir. Comme ils disent eux-mêmes, 11 points de retard, c'est 2 minutes de bon basket. Donc, tant qu'on n'a pas mis 20 points à 1 minute de la fin d'un match, on n'est pas tranquille face à eux. Et ils savent aussi que ça joue, je pense, sur le mental des adversaires. Et gagner un match 1 d'une finale, c'est une chose, il faut le faire. Hein, ça permet d'aller vers autre chose et la possibilité de se projeter vers remporter une finale pour Toronto. Mais gagner des matchs 3 et des matchs 4, c'est tout à fait autre chose. C'est un peu comme une balle de match en tennis où tout à coup on peut avoir joué magnifiquement et puis on peut avoir le petit bras parce que on n'a jamais été dans cette situation-là. Donc voilà, il y a encore, ils savent que leurs adversaires de Toronto ont aussi encore beaucoup de choses leur chemin est encore long et qu'eux, ils ont le temps de réagir. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ils s'alarment pas du tout. C'est pas le genre de la maison de toute façon de paniquer à Golden State. Ils sont double champions en titre, ils sont allés 4 fois en finale ces dernières années. Je pense pas qu'il y ait. Enfin, je suis presque sûr que même à 2-0, ils vont pas non plus paniquer. Après, si jamais ils sont menés. Après, j'imagine qu'on va revenir sur le match en lui-même, mais on va vite analyser que Golden State n'a pas réussi un bon match cette nuit à Toronto. Donc déjà à partir de là, s'ils s'ajustent offensivement et qu'ils arrivent à être un peu plus cohérents en défense, on risque aussi de retrouver le champion qui a tout écrasé sur son passage. Eh bien, revenons-y d'ailleurs tout de suite sur ce match, hein. En préparant ce podcast, on s'était dit qu'on allait sans doute accorder une belle place à Kawhi Leonard, l'ailier des Raptors, qui a été monstrueux, qui a porté son équipe en demi-finale de conférence face aux Sixers, en finale de conférence face aux Bucks. Et finalement, dans la nuit de jeudi à vendredi, il a été plutôt bien contenu par les Warriors. Et ce sont les autres joueurs des Raptors qui ont apporté le danger et qui ont sanctionné la défense de Golden State. C'est le fruit presque des errances défensives de Golden State ou alors des choix. La réponse n'appartient qu'à Steve Kerr qui va pas s'épancher sur le sujet nécessairement, mais dès le début de match, Golden State a pris le parti de défendre très fort sur Kawhi Leonard, quitte à laisser les autres joueurs de Toronto beaucoup plus libres, avec beaucoup d'espace pour shooter. Au final, il y a des joueurs comme Siakam, Gasol, Green qui ont pu se mettre en rythme, qui ont pu se mettre dans le match et apporter finalement offensivement et puis derrière qui se sont mis au diapason défensivement. Je crois que sur le début du match, Toronto rate beaucoup de tirs à 3 points. Ils commencent le match à 1 sur 8 à 3 points, mais je crois que sur leurs 10 premiers tirs, ils avaient pris 8 ou 9 tirs à 3 points. C'est-à-dire à quel point en fait Golden State a assumé de laisser les espaces ouverts, sauf qu'à un moment donné, à laisser des joueurs tout seuls, ça finit par se payer cash à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que laisser Marc Gasol tout seul, on en parlait de tout à l'heure en arrivant, c'est vrai que Golden State a fait un choix à un moment de beaucoup se focaliser sur Kawhi Leonard hier défensivement. C'était souvent Draymond Green qui venait apporter la deuxième lame pour essayer de bloquer Kawhi Leonard. Et Kawhi Leonard a souvent trouvé la bonne passe pour Marc Gasol, pour Fred VanVleet. Kyle Lowry n'a pas été en méga réussite hier, mais ça pourrait être lui la prochaine fois. Et ils ont été sanctionnés tout le temps. Enfin, il y a une image incroyable où Marc Gasol est seul sur la ligne à 3 points. Il hésite, il fait un pas, il rentre dans la zone et puis il ressort finalement, puis il tire, mais personne vient s'opposer à lui, sachant quand même que Marc Gasol, on connaît maintenant depuis 3-4 ans, c'est un sacré tireur. C'était 40% à 3 points sur les playoffs avant la série, je crois. Et même Siakam a été souvent ouvert à 3 points. Il a sanctionné 2-3 fois à 3 points et c'est là où se fait la différence aussi. Hein.
Maxime, justement, Pascal Siakam, l'ailier, cet intérieur très 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 longiligne, très délié des Raptors, qui a fait très mal aux Warriors. Il a fini avec 32 points, à 14 sur 17 au tir. Wow. C'est son record en carrière, d'ailleurs, c'est ça ? Une série de 11 paniers consécutifs. Ouais, c'est le premier joueur depuis Shaquille O'Neal en 2004 à faire un match de finale avec plus de 30 points et plus de 80% de réussite au tir. Donc voilà, ça pose un peu la performance. Il a été exceptionnel, il a été partout. Il était notamment, il a fait très bon usage de sa vitesse de course en contre. On l'a vu souvent remonter tout le terrain et dépasser quelques Warriors dans l'affaire. Ouais, ils n'ont pas réussi à se replier, notamment. Quand il accélérait, ils n'ont pas réussi à se replier. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi ? Est-ce qu'ils étaient un peu... il y avait peut-être un peu de... J'ai l'impression qu'ils étaient... Je sais pas ce que t'en penses, Max, mais j'ai l'impression qu'ils étaient un peu pris de court à chaque fois. Ils pensaient pas C'est vrai que Siakam, quand il prenait un rebond, il fonçait très vite dans le camp de Golden State et souvent, ils avaient l'air complètement désorganisés en défense. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'ils ont pas pris un peu pas de haut, mais disons qu'ils étaient un peu moins concentrés, concernés que d'autres fois, parce que justement ils savaient pas trop à quoi s'attendre, donc ils avaient pas fait une préparation totalement aboutie jusqu'au bout, et que les finales ils connaissent, etc. Est-ce qu'il y a un peu de suffisance, un tout petit peu, juste un petit pourcent pour se dérégler, parce qu'il y avait aussi les 9 jours sans jouer. Enfin bref, on a eu l'impression que c'était rouillé un peu à tous les niveaux. Ils ont perdu 10 ballons en attaque dès la première mi-temps. Ils ont eu beaucoup de petites absences en défense. Donc voilà, c'est pour ça que le match 2 va être super intéressant, parce que maintenant ils ont pris une petite poire pleine face, et maintenant les Raptors ont toute leur attention. Et on va voir ce que ça donne avec des Warriors qui sont vraiment concentrés à 100% et qui veulent montrer leur visage de champion. C'est Klay Thompson qui le disait. On va réagir comme les champions qu'on est. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça. Et sur le cas Siakam, il y a Draymond Green qui a dit. C'est à moi, défenseur de l'année il y a 2 ans, c'est à moi de le sortir de la série. Donc on a là aussi des promesses qui sont faites, et on va voir ce que ça donne sur le terrain. Donc c'est vrai que ça donne de l'appétit avant ce match 2. Et je voudrais ajouter deux éléments à tout ce qu'on vient de dire. Le premier, c'est que Siakam, ses 32 points avec cette très très grosse réussite, je suis pas sûr que ça puisse se reproduire à tous les matchs, notamment parce qu'il y a beaucoup de paniers qui sont venus cette nuit qui étaient un peu chanceux, qu'il a été cherché, où ça roule autour du cercle. Ces 2 derniers paniers, c'est des alléluia, il balance la balle n'importe comment, ça prend la planche, ça rentre dans le panier. C'est la réussite. En fait, c'est la réussite du joueur qui n'a pas eu peur sur ce match-là, mais avec plus d'adversité, est-ce qu'il va avoir ce niveau d'efficacité, et sur le jeu plus global. En fait, avec le recul, on pourrait presque dire que Toronto a fait du Golden State sur le jeu de transition, c'est-à-dire que Toronto a couru, Toronto a été chercher les paniers rapides, quand Golden State a dû en avoir 1 ou 2. Il y a eu un dunk de Klay Thompson sur une relance rapide, et le reste du temps c'était très très bien contenu par Toronto, qui a assuré le repli à chaque fois et fait en sorte d'obliger Golden State à jouer sur jeu placé, et sur jeu placé sans Kevin Durant. La balle est dans les mains de Stephen Curry, et cette nuit c'était une action sur 2 devait passer par lui, et avec ou sans la réussite. Justement, transition toute trouvée. Est-ce que les Warriors, alors on le disait, Kevin Durant qui s'est blessé lors du match 5 face aux Houston Rockets. Sans Kevin Durant, les Warriors avaient aligné 6 victoires de suite, si on compte justement ce fameux match 5. Certains prenaient même un petit plaisir à dire, un brin provocateur, que les Warriors jouaient mieux sans Kevin Durant. Est-ce que ce match montre pas que finalement Kevin Durant est indispensable aux Warriors pour aller chercher un nouveau titre ? C'est une évidence. Ah oui, c'est une évidence. Enfin, franchement, on peut pas dire le contraire, c'est impossible. Kevin Durant et fait partie des 3 meilleurs joueurs de la NBA, donc c'est probablement l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de ce sport. Donc non, on peut pas dire ça. On peut pas dire que ils sont. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses, et notamment le fait que peut-être que effectivement les Warriors sans Kevin Durant retrouvent un peu ce jeu qui avait fait leur gloire en 2015 lors du premier titre. Effectivement, ça c'était les Warriors, on va dire original, comme certains aiment les appeler. Oui, peut-être qu'ils jouent mieux sans Kevin Durant, mais ils sont moins forts avec Kevin Durant. Moins forts sans lui.
Moins fort, Ouais, oui, c'est sans ça. lui. Non, mais oui, et surtout en fait, face à des équipes comme Houston, Portland, qui sont moins réputées défensivement, être privé de Kevin Durant, ça peut passer. Mais là, Toronto est capable de défendre à tous les postes avec beaucoup de joueurs. Donc, l'apport d'un joueur comme Kevin Durant va forcerait en fait Toronto à se diviser en défense, à utiliser des joueurs à vocation plutôt offensive en défense, donc à les fatiguer. Donc, forcément, son retour ne pourrait être que salvateur pour Golden State, en tout cas à mon sens. Maxime, quelles sont les dernières informations concernant la blessure de Kevin Durant? On sait qu'il a fait le voyage à Toronto avec les Warriors. Est-ce qu'il pourrait rentrer pendant le match 2? Est-ce qu'on va plutôt attendre le retour de la série à Golden State? A priori, il s'est pas encore entraîné, donc pour le match 2, c'est pour l'instant Il est très incertain, compliqué. Hein. Ouais. Voilà, la tendance serait plutôt qu'il joue pas le match 2. Après, comme on disait, il y a 2 jours d'écart, donc les choses peuvent évoluer. Si, par exemple, il s'entraîne demain finalement et qu'il voit que ça va, pourquoi pas. Mais la tendance est plutôt qu'il jouera pas le match 2. Et c'est vrai qu'au niveau des bookmakers, par exemple, les Raptors étaient favoris pour le match 1. Ils sont favoris pour le match 2, mais Golden State, pour l'instant, est toujours favori pour remporter le titre parce que on estime que Durant va revenir à un moment donné et que c'est ce qui fera la différence dans cette série. Voilà, les Warriors, ils ont les moyens d'être champions si Durant ne revient pas, c'est possible, mais leur marge de manœuvre dans ce cas-là est vraiment infime. Elle serait un petit peu plus importante avec Durant à partir du match 3, c'est sûr. Et concrètement, quelle menace rajoute le retour d'un Kevin Durant? En quoi il peut changer le jeu des Warriors et les rendre plus dangereux face à cette défense féroce des Raptors? En tout. C'est ça. C'est aussi un très bon défenseur avec ses immenses bras, donc il va ajouter une menace dans tous les domaines. En transition, on l'a vu, il est capable de. Il l'a fait 2 années de suite contre Cleveland, ses 3 points en transition dans les moments importants. Qu'il est capable de mettre comme qui rigole. Il va apporter une menace tellement énorme en défense en attaque, que la défense de Toronto va être obligée de changer, que forcément ça donnera plus d'espace à Klay Thompson et à Steph Curry. Ils ont fait 23% là, je crois, sur les tirs contestés, où c'est l'ensemble des Warriors. Donc il y aura peut-être un peu moins de tirs contestés pour les Warriors. Donc ça va complètement changer la dynamique du jeu. Donc ce sera au tour de Toronto de vraiment s'ajuster si Durant revient. Oui, au-delà de savoir qui va défendre sur lui, faut pas oublier que son attaque aussi lui permet de bénéficier de beaucoup de fautes. Donc c'est un joueur qui peut faire sortir Siakam de son match parce que des fautes, Kawhi Leonard de son match parce que des fautes. Donc ça rajoute, c'est le meilleur marqueur encore aujourd'hui de Golden State sur les playoffs à la moyenne de points. Donc c'est une menace impossible à contenir, en tout cas en l'ajoutant à tous les autres. Et petit élément à surveiller, il semblerait que André Iguodala se soit fait mal sur la fin du match 1. Donc si une absence ou un joueur diminué comme lui devait se confirmer, le retour de Durant devient d'autant plus indispensable. En parlant de retour, il y en a un autre qui a fait son grand retour la nuit dernière, c'est le pivot de Marcus Cousins, qui a joué 8 minutes, il a mis que 3 points au lancer franc. Qu'est-ce que tu as pensé de ce retour de Marcus Cousins, Sandro ? Pour tout dire, je l'ai trouvé un peu perdu sur le terrain. On a l'impression qu'il savait pas trop ce qu'il devait faire. Il avait l'air. Alors après, il était un peu rouillé, mais ça c'est pas une surprise forcément vu que il est absent depuis du coup le premier tour des playoffs quand il s'est blessé contre les Clippers. Donc je sais pas si c'est vrai que 8 minutes, il a mis 3 points surtout, 3 points au lancer et au tir, il en a pas mis un. Moi, je l'ai trouvé. Je sais pas si ça sera une vraie donnée dans cette finale des Marcus Cousins. Je suis pas sûr. Moi, j'y crois à fond. Alors, je sais pas pourquoi. De toute façon, quand j'ai une intuition, parfois, ça marche pas du tout. Ah bah, on est deux alors. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il était perdu sur ce match, notamment parce que temps de jeu très réduit, c'était des petites séquences, et surtout, il a donné l'impression d'être essoufflé dès qu'il faisait 2 allers-retours. Ce qui est plutôt normal vu la durée de l'absence. Mais je pense qu'il peut apporter justement en sortie de banc une sorte d'alternative. Il a mis certes que 3 points, mais à chaque fois qu'il a eu le ballon, il a pu créer du jeu avec des passes dans le dos de la défense. Il a fixé le jeu. C'est ses qualités de toute façon. Toronto n'a pas intérêt à aller faire de prise à 2 sur lui, parce qu'ils vont
pas le considérer comme une menace réelle encore, en tout cas. Donc, finalement, il a peut-être une carte à jouer sur les matchs 2, 3, 4, quand il va retrouver du rythme. Un joueur comme Kevin Looney, au poste de pivot, était très bon et a apporté ce qu'il savait apporter, mais c'est pas un pur attaquant, c'est pas un joueur qui est capable de marquer à 3 points comme sous le panier. Donc finalement, si Cousins retrouve un peu la forme sur les matchs 2-3, et imaginons que Kevin Durant met un peu plus de temps à revenir, ça sera quand même un gros soulagement pour Golden State. Je pense qu'il faudra surtout surveiller son temps de jeu. S'il augmente un tout petit peu, si par exemple au match 2, il passe à, 14 minutes, ça voudra dire que c'est un bon signe. Mais s'il reste à 8, je pense que Steve Kerr va vraiment pas forcer non plus. Maxime, tu parlais des bookmakers qui considèrent Golden State toujours comme favori pour aller chercher le titre. À la lumière de tout ce qu'on vient de dire un peu, est-ce que pour toi, ils restent logiquement les favoris pour faire ce fameux three-peat, un 3e titre d'affilée? Si j'avais une boule de cristal pour le retour de Kevin Durant, je pourrais répondre avec plus de certitude. Ouais. Je pense que oui, malgré tout, ils sont les favoris. On verra déjà le match 2. Je pense qu'on verra d'autres Warriors. Donc il faudra que Toronto parvienne à proposer aussi d'autres choses, que Leonard arrive à un peu se libérer, que Kyle Lowry réponde présent pour remporter ce match 2. Et puis après, il faudra aller gagner, pas forcément, hein, ils peuvent faire les 4 matchs à domicile, mais il faudra quand même aller se frotter à l'ambiance de l'Oracle Arena qui va vivre ses derniers matchs. Donc on imagine que l'ambiance sera vraiment déchaînée, essaiera d'être au niveau de celle de Toronto qui pour une première a fait beaucoup de bruit. Donc il faudra voir aussi dans ce contexte comment ils réagissent, comment ça les impacte pour la suite et la fin de la série. Donc voilà, c'est toujours pareil, on sait qu'il y a une équipe qui l'a déjà fait 3 fois en 4 ans, qui connaît par cœur ce genre de contexte, donc on lui donne forcément l'avantage tant que le challenger n'a pas prouvé qu'il pouvait faire tomber le champion. C'est un petit peu comme en boxe, quoi. S'il y a un petit peu plus ou moins un match nul, on va donner l'avantage au champion. Donc c'est vrai que dans les analyses, personne ne va enterrer Golden State avant qu'ils aient concédé les 4 défaites. Alessandro, Amaury, même avis ou c'est vrai qu'il faut attendre ce match 2. En tout cas, moi je suis partisan et supporter d'aucune des deux équipes, mais je suis ravi que Toronto ait gagné ce premier match, ne serait-ce que pour effacer l'idée qu'on allait avoir une finale pliée d'avance. Voilà, c'est la récompense aussi d'un basket qui a changé à Toronto. En plus une équipe qui joue son avenir peut-être sur cette série, voilà, qui va, voilà, s'il gagne le titre, on voit mal Kawhi Leonard partir, ou en tout cas qui est en fin de contrat. Voilà, ça pourrait l'amener à s'investir un peu plus dans cette ville, dans cette ambiance. Voilà, je trouve que voilà, on a une série qui est lancée idéalement pour le suspense, pour l'intérêt basket. Donc après voilà, si Toronto mène 2-0, là on aura de sérieux clients pour le titre, on pourra en parler. À 1 partout, je pense qu'effectivement la balle restera dans le camp de Golden State. Ce que je trouve super intéressant aussi, c'est comme Kevin Durant n'est pas là, c'est aussi le moment pour Steph Curry, qui a jamais eu ce titre de MVP des finales, de vraiment step up, comme on dit aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qu'on lui reproche souvent, ce titre de MVP des finales, il l'a jamais eu. Donc je pense que là, c'est. On peut vraiment lui reprocher. Quand même. C'est pas de sa faute. Première finale, il tombe sur un André Iguodala qui est surprenant, et ensuite il y a un Kevin Durant qui va chercher les victoires sur des tirs. Mine de rien, c'est quelque chose qui manque à son palmarès. Et là, Kevin Durant n'est pas là pour l'instant. Il a raté la première marche là sur ce premier match. Donc là, il y a un match 2. Il va falloir qu'il soit énorme, parce que de toute façon, la réponse, elle viendra forcément de lui s'il n'y a pas Kevin Durant. Elle viendra aussi de Draymond Green et de Klay Thompson, évidemment, mais l'atout numéro 1 de Golden State, c'est évidemment Steph Curry. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir... j'ai envie de voir si Steph Curry peut, même si Kevin Durant revient en cours de série, voir si Steph Curry peut aller chercher le titre de MVP des finales. Il a quand même mis 34 points lors du match 1. Faut pas l'oublier. Oui, mais bon, on peut pas non plus dire s'il met 20 points, mais qu'il a parfaitement fait jouer son équipe, qui a gagné, et dire ah ouais, mais il a pas mis beaucoup de points, et puis on peut pas tout lui reprocher. Là, il a
il a manqué un peu d'adresse à 3 points notamment, mais il a quand même mis 34 points, donc c'est pas ces points à lui qui manquent forcément à la fin dans le décompte des Golden State Warriors. Oui. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit que c'était sa faute. Hein. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est juste que je trouve que c'est aussi intéressant cette série qui démarre comme ça pour voir s'il va juste porter son équipe en fait. Eh bien, début de réponse en tout cas dans le match 2. Ce sera dans la nuit de dimanche à lundi, heure française. Match à suivre sur notre site. Sur le site de l'équipe, bien sûr. Match de toujours à Toronto. On se quitte là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Step Back revient très vite. Ciao.